Bienvenue à tous. Nous sommes à la veille du Jour de la Terre. Alors, quoi de mieux pour souligner l'événement que de vous convier à un repas gastronomique d'information? Le tout est commandité par l'Alliance verte de Québec, Chaudière-Appalaches. La thématique au cœur de ce repas est le plan que le gouvernement canadien propose pour l'un des plus vieux ports de l'Amérique, soit notre port de Québec. Je me présente, Virginie Gobeil, directrice des communications pour l'Alliance verte, et je suis votre maître d'hôtel pour la soirée. Au menu ce soir, nous vous proposons, en entrée, un aperçu de l'Alliance verte de Québec Chaudière-Appalaches. Comme repas principal, nous vous proposons une présentation sur les enjeux de l'agrandissement du port qui s'intitule « Pour un littoral citoyen ». Le tout est accompagné de l'analyse de la situation par le Parti vert du Canada. Pour dessert, la maison vous offre une période de questions et réponses. En ce qui a trait au breuvage, c'est chacun pour soi. Durant les présentations, nous prendrons en note vos questions et commentaires à l'aide du chat au bas de votre écran. Nous ferons notre possible pour y répondre durant le dessert. Alors, santé et bonne écoute. Afin de vous servir un aperçu de l'Alliance verte de Québec Chaudière-Appalaches, voici une personne qui a été bénévole pour poser des pancartes lors des dernières élections. Il est maintenant président de l'Association de la circonscription de Québec. Monsieur Daniel Chicoine, la parole est à vous. Merci Virginie. Bonsoir mesdames et messieurs. L'Alliance verte de Québec Chaudière-Appalaches est très fière de vous accueillir ce soir pour ce webinaire. Merci d'être là. Qui est l'Alliance verte de Québec Chaudière-Appalaches? C'est simplement le regroupement des 10 associations de circonscription électorale du Parti vert du Canada dans la grande région de Québec. Le but de notre alliance est d'unir les efforts et les ressources de tous les verts de la région afin d'être la voix du public pour les questions écologiques importantes qui concernent notre région. Un de nos objectifs est bien entendu d'augmenter le nombre de membres du Parti vert et d'identifier des candidats potentiels. Car c'est grâce à de nouveaux militants qui ont à cœur notre environnement que nous réussirons à faire élire des gens qui veulent faire une différence lors des prochaines élections. Je me permets ce soir de vous présenter nos deux personnes responsables du recrutement. Ce sont les sympathiques Madame Hélène Lefebvre pour la rive nord et nous avons aussi pour la rive sud Monsieur Mario Deschamps. Merci beaucoup Hélène et Mario pour votre bon travail. Moi aussi, je fais du recrutement. Le parti est toujours à la recherche des candidats et des candidates, des gens qui croient en une relance verte et qui sont prêts à représenter les valeurs du Parti vert du Canada. À l'écran, vous pouvez voir nos coordonnées. Si vous ou des personnes de votre communauté pourraient être intéressés à se présenter, n'hésitez surtout pas de me contacter. Il en va de même pour toute question d'ordre médiatique. Dans tous les cas, je suis la personne recherchée. Ces coordonnées seront affichées de nouveau à la fin de la soirée si vous voulez en prendre note. À toi, Virginie. Merci, Daniel, pour ce motivant témoignage. Nous arrivons maintenant au cœur de ce repas d'information. Québec, comme la quasi-totalité des villes du monde, est construite sur un littoral. Au 21e siècle, les bateaux sont encore et toujours le mode de transport privilégié pour les aliments que nous mangeons, les vêtements que nous portons et les objets que nous achetons. Néanmoins, ces lieux d'échange économique sont des trésors de qualité de vie pour la population qui y vit. Alors, la question est, économie et qualité de vie sont-elles compatibles? Notre plat principal est une réflexion sur la question. Elle nous est offerte par M. Daniel Gay, président d'Accès Saint-Laurent-Beauport et amateur de catamaran. Il est accompagné de M. Marcel Paré, un des fondateurs de la table citoyenne du Littoral Est et membre actif du conseil du quartier Mézeray. Messieurs, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Mme Gobeil. Merci, M. Chicoine, de nous donner la parole pour parler du projet Laurentia et des enjeux qui se présentent là, devant ce projet industriel-là majeur qui a des impacts là, très, très importants et surtout négatifs là, sur l'environnement et sur le quartier. Je regarde un petit peu la liste des participants. Il y a M. Paré qui vient de m'appeler pour s'excuser. Il y a des problèmes techniques, qui essaye de se connecter.
Alors, il va peut-être pouvoir se connecter en cours de route. Donc, on improvisera un petit peu là, par rapport à sa présence s'il réussit à se connecter. Et si parmi les organisateurs, là, vous pouvez lui donner la parole lorsque vous verrez son nom, bien, il pourra là, compléter la présentation. Alors, je vais vous parler de Laurentia. Je vais vous parler de la table citoyenne Littoral Est aussi, parce que souvent, on dit aux gens qui contestent les projets, bien, vous êtes toujours contre le développement économique, puis vous n'avez rien à proposer. Bien, la table citoyenne du Littoral Est a quelque chose à proposer, et c'est quelque chose là, qui est majeur et qui est très intéressant. C'est un projet vraiment de développement durable avec ses volets économiques, social, environnemental. Alors, sur ça, je vais tout de suite aller à ma présentation. Je vais vous partager à l'écran. Voilà. Pouvez-vous me confirmer que tout fonctionne bien? Excellent. Merci, Mme Gobeil. Alors, donc, voilà notre page de titre. La table citoyenne Littoral Est, c'est une réunion des gens du conseil de quartier de Mézeray. C'est aussi des acteurs, dont Simon Parent de Québec Ville Résiliente aussi. Donc, c'est aussi l'accès à Laurent-Beauport, où j'ai rencontré l'automne dernier mes amis du Littoral Est. Alors, ensemble, on fait équipe là, pour avancer contre Laurentia et proposer notre vision des choses. Rapidement, dans les premières acétates, je vais passer vite là, parce que vous êtes déjà une auditoire là, très avertie sur les enjeux environnementaux. Donc, si on rapporte des énoncés de l'ONU qui, justement, fait des constats, un triste bilan sur l'état de l'environnement. Donc, de plus en plus, là, depuis 70, par exemple, depuis qu'on fait du développement économique et même après, bien, on détruit la nature, on détruit les espèces vivantes. Donc, c'est ça notre développement économique. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on parle aussi de l'exemple de l'Amazonie, où on est en train de déforester, d'enlever toute la forêt qu'il y a là actuellement au détriment là, des populations qui y vivent pour faire de l'agriculture, pour nourrir l'Europe et d'autres pays occidentaux. Puis en même temps qu'on dit, ben, on finance de plus en plus l'environnement, ben, en réalité, on finance encore des projets économiques là, qui sont dévastateurs pour la nature. Alors, c'est vraiment un triste bilan. Et c'est pour ça qu'autour de l'ONU, il y a des organisations, là, il y a une organisation d'experts, de scientifiques, qui s'appelle la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui donne des conseils au gouvernement, qui donne des conseils à l'ONU, et qui dit justement que désormais, là, on a appris nos leçons, du moins on l'espère, et il faut placer la nature au cœur de toutes nos politiques sectorielles, en agriculture, en énergie, en tourisme, en transport, en finance et en développement économique. Donc, dans toutes les matières, les gouvernements se doivent d'intégrer la nature au cœur de leur développement. Justement, on a du côté de Beauport, du littoral Est, donc on parle de Limoilou. Vous avez sur cette photographie aérienne ancienne-là, vous avez, là, vous voyez mon curseur qui se déplace, vous avez la rivière Saint-Charles et son estuaire. Vous avez en rouge le développement actuel de la péninsule du port de Québec. Et dès 1930, dans les environs, vous avez dans ce secteur-là du remblaiement qui s'est fait encore pour donner place à la papetière là, qui était au service des grandes compagnies, les multinationales qu'on appelait aussi. Oups. Donc, on a développé dès ce moment-là le littoral pour les besoins de développement économique et pour les grandes entreprises. Donc, vous voyez qu'on remblaye, on détruit la nature. Et dans les années 60, ça s'est poursuivi avec le développement de la péninsule portuaire actuelle. Donc, pour ceux qui connaissent Québec aussi, du côté nord de la rivière Saint-Charles, on a la péninsule portuaire de Beauport, assez proche du Vieux-Port de Québec. Donc, on a encore là remblayé. Puis pour certains experts, justement, qui ont commenté là, dans le contexte de l'évaluation environnementale actuelle, bien, on considère là, que c'est probablement cette péninsule-là qui a tout détruit l'espèce du bar rayé. Donc, pas la nouvelle espèce qu'on aurait implantée, mais l'espèce initiale qui était implantée dans le Saint-Laurent, qui était très active là, dans le secteur de la baie de Beauport. Donc, vous voyez là, comment on a fait le développement économique au 19e puis au 20e siècle. Là. Donc, on détruisait la nature.
Alors que la baie de Beauport profite d'une merveilleuse plage qui a été justement un legs du 400e de Québec dans le cadre de la part du gouvernement du Canada. Donc, le gouvernement du Canada a investi des millions pour l'Anse Brown, qui est un autre secteur, un autre accès au fleuve du côté à l'est du Vieux-Port. Il a aménagé la Pointe-à-Quercy directement au Vieux-Port de Québec et il a aménagé la baie de Beauport aussi pour qu'elle soit plus attrayante. Et c'est un succès de foule. Il y a beaucoup de monde qui y va. En même temps, à ce moment-là, pour 400e de Québec, on parle de 2008, le gouvernement du Québec avait investi aussi plusieurs millions de dollars pour aménager la promenade Samuel de Champlain, qui est un autre succès de foule qui est très populaire et qui permet aux gens de profiter des rives du fleuve Saint-Laurent et du fleuve en général là, en termes de paysage. Donc, c'est une nouvelle tendance. Puis on voit que c'est une tendance en urbanisme là, qui est de plus en plus confirmée. Même le maire de Québec, le maire Labaume, en 2013, avait signifié que la tendance en urbanisme était de libérer le bord de l'eau et de convaincre les industriels de s'installer ailleurs. Puis là, il citait les villes de Toronto, Chicago, Bordeaux, Milwaukee, qui l'ont fait, puis que ça a attiré beaucoup de gens sur le bord du fleuve et ça l'a aidé aussi au développement urbanistique de la ville. Et ça a amélioré beaucoup la qualité de vie de ces milieux urbains-là, qui est en rive aussi. Donc, M. Labaume l'a dit en 2013, mais quand il est venu le projet Laurentia, qui a commencé par Beauport 2020, bien là, il a changé son fusil d'épaule, puis il a dit Laurentia, c'est un beau projet, finalement, il faut le faire absolument. Mon ami Mario Girard, PDG du Port de Québec, va s'en occuper. Il va faire quelque chose de beau pour les multinationales. Sur le plan portuaire, évidemment, il y a des options en Nouvelle-Écosse aussi. Donc, si jamais on est convaincu qu'il y a des besoins vraiment pour de nouveaux ports au Canada, puis du côté Est, bien, on a aussi des projets de développement portuaire du côté de Sydney et du côté du détroit de Canso aussi, qui sont des alternatives et qui pourraient permettre de ne pas développer encore davantage de ports le long du Saint-Laurent aussi. Fait qu'il faut considérer ça aussi parce que le Saint-Laurent a subi beaucoup de développement portuaire. On en a un au port de Montréal et à Contrecoeur encore aussi qui est approuvé par le gouvernement récemment. Alors, on n'arrête pas de faire des développements, mais on détruit la nature et ça n'arrête pas. Alors ici, on avait justement une belle caricature de ce que c'était Laurentia. C'est un terminal de containers pour manutentionner 700 000 containers par année. Ça fait des gros murs de containers pour briser le paysage de Québec. Et en même temps, ça fait un nouveau rempart qu'on installe du côté du fleuve, justement, pour bloquer la vue, pour amener plein d'inconvénients, la poussière, du bruit. Donc, le terminal de containers, c'est quand même 32 hectares, c'est beaucoup d'espace. Donc, 17 hectares est encore remblayé dans le fleuve aussi. Et là, tantôt, je vais vous parler un petit peu des habitats du poisson, mais justement, on n'a pas compris nos leçons, on continue à remblayer dans le fleuve et sans cesse détruire la nature. On parle aussi, au niveau de Laurentia, de 180 passages quotidiens de camions par jour aussi. Et ça, c'est sous-estimé parce que justement, on pense qu'on va transporter des containers davantage par train. Alors, justement, il y a des bémols à faire aussi. Le minimum, c'est 180 passages quotidiens, mais ça pourrait être 500 puis ça pourrait être 750 passages de camions par jour, justement, dans le secteur de Limoilou, de Beauport et du centre-ville de Québec. Et tous ces containers-là, ces camions-là, vont tous aller vers le pont Pierre-Laporte pour traverser le fleuve et s'en aller vers les marchés de Montréal, Toronto et le Midwest américain. Laurentia est associé aussi à deux grandes entreprises qui sont Hutchison Ports, une grande multinationale d'origine chinoise, ainsi que l'ECN. Et dans leur propagande qu'ils font, il y a toujours des grands superlatifs où on dit que le terminal Laurentia va être le terminal le plus automatisé en Amérique et le plus vert en Amérique. Et il va créer en plus 1000 emplois à terme aussi. Donc, ça fait un peu bizarre, on dit le plus automatisé, puis il va quand même créer 1000 emplois. Alors, on est très sceptique, puis on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Heureusement, je reviens un petit peu, mauvaise manipulation, je m'en excuse. Est-ce que Marcel Paré s'est joint à la réunion? Non? Parfait, je vais continuer. Alors, dans le projet Laurentia,
il y a depuis 2015 une évaluation environnementale qui est entamée selon la loi de l'évaluation environnementale du Canada, de la loi de 2012, la vieille loi là, qui avait été transformée par les conservateurs pour la rendre plus avantageuse pour les promoteurs. Donc, on doit subir ça. La loi a été modernisée en 2019, donc elle est moins favorable aux promoteurs, un petit peu plus pour l'environnement, mais ça reste toujours des évaluations ponctuelles, projet par projet, sans regarder l'ensemble des effets cumulatifs. Donc, le projet de l'Agence d'évaluation environnementale là, va dans ce même sens-là. On a eu un rapport provisoire, donc l'analyse a commencé en 2015 et en 2020, en novembre, le rapport provisoire de l'agence a été déposé, justement. Et heureusement, ça a été un rapport peu favorable aux promoteurs et plus favorable à l'environnement. Donc, justement, l'agence dit qu'il y aura des effets négatifs importants sur l'habitat du poisson et sur ces zones de frais, notamment pour le bar rayé, là, qui est un enjeu encore plus particulier, mais il y a d'autres espèces également aussi. Il y a des effets sur la qualité de l'air liés aux émissions de contaminants atmosphériques. On a des effets transfrontaliers résultant des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parle du camionnage, on parle du train aussi. Et évidemment, on est dans le centre-ville de Québec pour faire un gros projet industriel qui est vraiment avec des gros effets là, de gaz et de bruit et de poussière. Donc, il y a des effets sur la santé humaine, puisque du côté de Limoilou et de Beauport et de Saint-Roch, les quartiers centraux de Québec, là, on a beaucoup de monde qui y vivent aussi. Puis, on a déjà beaucoup d'industries dans ce milieu-là. Donc, c'est un milieu déjà, déjà pollué par les autres industries qui sont aux alentours. Puis le verre est plein, puis on veut en rajouter encore aussi. Fait que là, ça commence à faire et heureusement, l'Agence d'évaluation environnementale du Canada, qu'on appelle l'Agence d'évaluation d'impact maintenant, l'a constaté, puis a émis qu'il y aurait justement des effets négatifs importants, des effets résiduels, des effets directs, des effets cumulatifs, donc sur la qualité de l'air, la santé humaine et l'habitat du poisson. Donc ça nous a un peu rassurés. Toutefois, dans l'épisode actuel, justement, en attendant le rapport final, le Port de Québec a demandé un délai supplémentaire pour faire sa propagande. Il a distribué un dépliant promotionnel qui était bourré d'erreurs et de faussetés. Puis il l'a acheminé dans 75 000 foyers des quartiers centraux pour convaincre la population de l'acceptabilité de son projet. Donc, c'était vraiment décevant. Puis même dans sa dernière sortie publique, les documents qu'il a déposés à l'agence récemment, bien, il a encore mis plein de faussetés, plein de superlatifs pour promouvoir à tout prix son projet. Et c'était vraiment aberrant, inquiétant. Et là, on attend les résultats des experts du gouvernement fédéral pour un rapport final là, qui devrait arriver d'ici un mois ou deux. Alors, on surveille ça. Ici, rapidement, c'est la zone, il y a une étude aussi que le gouvernement du Québec a faite avec des experts. Et ce que vous voyez en rouge, en orange, en jaune, c'est les zones les plus fréquentées par le bar rayé au moment de la frai. Donc, on parle du mois de mai et de juin. Et pour revoir ici la péninsule portuaire actuelle, l'agrandissement portuaire veut se faire directement dans la frayère des bars rayés, espèce qu'on aurait implantée à grands frais et avec beaucoup d'efforts grâce à des biologistes là, et des environnementalistes qui étaient vraiment convaincus. Et c'est un beau succès. Donc là, il ne faudrait pas encore détruire une deuxième fois le bar rayé, sinon je pense qu'ils vont faire un recours collectif, comme les citoyens de Limoilou l'ont fait 2 fois par rapport au port de Québec aussi, par rapport aux épisodes de poussière. Alors, je passe vite sur celle-là. Autre enjeu important qui n'est pas de nature environnementale, mais le promoteur est associé avec Hutchison Ports, une grande multinationale qui opère beaucoup de ports, et cette multinationale-là est associée à la Chine. Donc, évidemment, dans le contexte actuel, la Chine est un pays dont le gouvernement n'est pas très favorable aux Américains, pas très favorable aux Canadiens aussi. Et il y a des grands enjeux diplomatiques qui se font actuellement là, pour essayer d'améliorer les relations internationales entre les deux pays, mais ce n'est pas évident. Puis la Chine menace vraiment la sécurité nationale par rapport à ce projet-là.
et on le voit un petit peu là, sont installés déjà de façon très présente au Mexique, où Hutchison Ports domine le marché au niveau des opérations portuaires. Sont également installés à Freeport, aux Bahamas, à côté de la Floride aussi. Et finalement, on voit qu'à travers le Mexique, dans cette zone-là, bien, ça va leur permettre d'emmener leurs marchandises dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain, dans l'Est américain, dans l'Est canadien, et de faire concurrence aux ports américains et aux États-Unis, qui est le principal ennemi de la Chine actuellement, justement, pour leur faire une concurrence féroce et presque déloyale là, par rapport au commerce. Donc, on a fait le tour des enjeux environnementaux, des enjeux de sécurité nationale. On y va au niveau de notre vision. Donc, Simon Parent, notre collègue, et Charles Gosselin-Giguère, deux étudiants en architecture, puis en maîtrise en design urbain, ont, dans le cadre d'un travail académique, on fait des recherches, puis on développe une vision, justement, que qu'est-ce que ça pourrait être, ce secteur-là aussi, qui est industriel. Bon, ils n'ont pas touché au port de Québec sur la zone actuelle. Évidemment, l'agrandissement portuaire n'est pas souhaitable dans ce contexte-là, mais ce qui est prévu dans Québec Ville Résiliente, c'est de tout revitaliser le secteur industriel actuel, où il y a l'incinérateur, où il y a la papetière, où est-ce qu'il y a des recycleurs de métal, où est-ce qu'il y a une usine de biométhanisation. Donc, de le recycler vraiment et en faire une large transformation urbaine au profit des résidents, puis au profit de la nature aussi. Donc, vraiment quelque chose, une transformation urbaine que voilà, sous forme de concept, sous forme de maquette, qui permettrait justement là, de reconquérir ce territoire-là, puis de pouvoir s'installer à ces endroits-là industriels qui sont contaminés, mais on pourrait les décontaminer, les transformer, les acquérir. On a l'autoroute du frein Montmorency qui passe au cœur de ce nouveau quartier-là, qui serait transformé en boulevard urbain. Alors, ce serait vraiment quelque chose qui serait génial et qui correspond vraiment aux besoins d'habitation de la région de Québec, puisqu'on pourrait empêcher l'éloignement urbain. Donc, on pourrait là avoir plusieurs 28 000 citoyens installés au cœur de la ville dans ce secteur-là et en faire vraiment un milieu de qualité, justement, avec la transformation du milieu urbain. Je vois que notre ami Marcel, j'y vois son image. Je ne sais pas si on pourrait lui donner la parole. Je pourrais lui demander de compléter cette présentation-là, puisque notre ami Marcel Paré est membre aussi du conseil de quartier depuis plusieurs années et il habite même le secteur Mézeray, là, tout près du secteur à transformer. Oui, merci Daniel. D'abord, mes excuses à tout le monde. J'ai eu certains problèmes techniques qui semblent réglés. Donc, je n'ai pas pu me joindre à votre rencontre plus tôt. Essentiellement, ce que Daniel vous décrit, c'est une réflexion de longue haleine du Conseil de quartier Mézeray. Ce qu'on veut, c'est s'approprier notre territoire parce que ce territoire appartient théoriquement au quartier Mézeray, sauf qu'il a été développé au fil des années par de l'industrie lourde, avec ses conséquences pour notre milieu. La position actuelle du Conseil de quartier, c'est qu'il faut habiter notre quartier et cesser de l'industrialiser. On peut voir décroître les industries dans le secteur parce qu'on vit des problématiques importantes au niveau de la santé de la communauté, en plus de toutes les nuisances que génère ce type de projet d'industrialisation. Les industrialisations n'ont pas été beaucoup réfléchies dans les 50 dernières années. On les a empilées les unes derrière les autres. Et on tient pas compte des impacts cumulatifs de ces industries. À titre d'exemple, le projet Laurentia est encore un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire dans un cœur de quartier qui est densément peuplé. Et puis Laurentia le crie sur tous les toits. Mon projet va avoir un peu d'impact, très peu d'impact par rapport à, et il ose prétendre qu'il reconnaît très bien que ce quartier est vraiment contaminé. L'exemple que moi j'ai souvent donné, c'est imaginons un verre qui déborde. Puis Laurentia vient dire, dans ce verre qui déborde, je vais ajouter un peu plus de pollution. Et lorsqu'on regarde les courbes de pollution pour les résidents, c'est que les problématiques de pollution sont souvent considérées par rapport à des événements qui se produisent à certains jours
ce qu'ils appellent des dépassements. Il y a une pollution qui est insidieuse et qui est plus impactante pour la santé publique, pour la santé de la communauté, c'est les pollutions de longue durée. Et nous, on est dans un territoire que j'ai déjà décrit, moi, comme une soupe chimique. Les produits et les impacts et les stress environnementaux se cumulent, s'additionnent et on ne connaît pas réellement les incidences globales. Il n'y a jamais eu une méga étude qui a été faite sur l'état du quartier. La position du Conseil actuel est assez simple. Il faut désindustrialiser. Il faut empêcher tout nouveau type de développement de ce type. Il faut désindustrialiser. Il faut s'approprier notre quartier. L'image qu'on a du futur qu'on veut créer, pour ceux qui connaissent le quartier Limoilou, c'est qu'on veut reproduire notre histoire dans un nouveau territoire. Et on veut des zones d'habitation, on veut de l'espace vert, on veut des ruelles parce que c'est typique de notre quartier et ça fait partie de ce qui est social chez nous. Donc, c'est des éléments qui sont très importants. Et ce quartier est stratégique aussi parce qu'il est situé au cœur de la ville, tout près de l'ensemble des services. On cherche de l'espace pour les résidents. On les cherche très, très loin en périphérie du territoire, alors qu'on a un immense espace au cœur de la ville qui est sous-employé. Je pourrais vous parler longtemps, mais je vais m'arrêter parce que Daniel m'avait bien dit que j'ai 15 minutes. Je pense que je vais rattraper tout mon retard en quelques mots. Voilà. Alors, rapidement aussi, on voit des espaces verts aussi là, qui sont en rive aussi, qui vont permettre aussi d'absorber la montée des eaux, là, parce que c'est anticipé et c'est fort probable très récemment. Toute cette vision-là est bien documentée dans un document qui s'appelle le plaidoyer pour un littoral est écologique, social et économique. Alors, on vous invite à aller le lire sur Facebook, là, sur un groupe qui s'appelle Table citoyenne littoral Est. Toute l'information est bien documentée, elle est toute présente à ces endroits-là. Et on a fait aussi un concours, notre ami Simon Parent, NDR et Anthony Cadoret, que je nomme, pour ne nommer que ceux-là. Il y en a d'autres derrière tout ça. Mais on organise un concours là, avec des étudiants de la province et ils ont justement eu plusieurs maquettes, plusieurs images pour montrer qu'est-ce qu'un secteur renaturalisé dans ce secteur-là pourrait avoir l'air aussi. Alors, on a de la belle documentation là-dessus aussi qui rend les choses très inspirantes. Et actuellement, on a une grande mobilisation citoyenne dans ce secteur-là aussi. Et on en est très fiers, puis on veut le faire valoir là, au cours là, de l'évaluation environnementale en cours actuellement, qui va se terminer bientôt, mais au fil des prochaines années aussi, là, pour vraiment en faire un beau projet citoyen et un bel exemple de reconquête d'un territoire là, qui est industriel et qu'on veut s'approprier pour les besoins humains et pour la conservation de la nature. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Daniel, je terminerai, si tu veux. Le plaidoyer qu'on a présenté, c'est une réflexion du conseil de quartier à l'origine, puis qui a pu rapidement s'unir avec, Daniel l'a peut-être parlé, avec un étudiant, Simon Parent, qui a été un des acteurs de Québec Ville Résiliente. Mais ce n'est pas un projet fini. C'est un projet qui se veut un projet de discussion. On a déposé des thématiques de discussion et on souhaite rassembler des gens autour de cette idée. Et on souhaite aussi bonifier, parce qu'on est un tout petit groupe, et je crois pour un tel projet qui représente 12 milliards de dollars de développement potentiel dans les années futures, on a besoin de force pour... donc, il y a des gens intéressés, c'est un appel du manche. Fait que, si vous voulez, si vous êtes intéressé à ce type d'idée, vous avez quelque chose de concret qui vous est offert. Alors, voilà notre présentation. Merci beaucoup du temps d'audience. Parfait. Je vous remercie, messieurs, pour ce copieux plan principal. Je vous rappelle à tous que vous pouvez poser des questions à l'aide du chat au bas de votre écran. On vous répondra lors de la période à la fin, lors du dessert. Maintenant, nous avons comme accompagnement à ce plat principal un scientifique expert dans l'identification et l'élimination des substances toxiques. Ce conférencier est un homme bien connu dans les cercles environnementaux. Je vous présente le vice-président francophone du Parti vert du Canada, M. Daniel Green. À vous la parole, M. Green. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment féliciter les associations d'associations électorales de la région de Québec
Vous êtes, au niveau du Parti vert, le phare au Québec pour montrer comment on organise une région. Alors, félicitations aux gens de Québec pour ce niveau d'organisation. Je suis ici ce soir pour vous présenter rapidement deux choses. Premièrement, la présentation, notre position sur le projet Laurentia. Alors donc, je parle au niveau de notre chef, Annemie Paul, qui s'oppose fermement à l'agrandissement du port de Québec et de ce projet et revendique l'abandon immédiatement du projet Laurentia. Ce projet-là ne respecte pas une bonne gestion environnementale du territoire du port de Québec. Les experts auprès de l'Agence environnementale se sont prononcés. Ce projet va mettre en péril le droit à la santé de la population de Limoilou. Le port de Québec a déjà pollué la ville de Québec et la cohabitation ne fonctionne plus. On parle beaucoup du syndrome Padamacour, les gens ne veulent pas du développement, mais dans le cas du projet Laurentia, il faut dire, il faut le crier, la cour est déjà pleine. La qualité de l'air va être affectée par ce projet-là. On parle d'une quantité phénoménale de camions. On parle de camions à tous les 3 minutes. On parle d'une quantité impressionnante de trains, l'augmentation des convois ferroviaires. Il y a toujours ce danger de déversement de produits dangereux. Ce n'est pas parce que c'est des containers qui ne contiennent pas des substances dangereuses qui risquent de se déverser. Donc, c'est un mauvais projet. C'est un projet qui ne répond pas, évidemment pas, à ce qu'on peut appeler une vision de développement durable. C'est une vision d'un développement dur. Et ça, c'est pourquoi le Parti vert du Canada s'oppose à ce projet-là. On parle beaucoup de désindustrialisation. Ce projet-là va à l'encontre d'une volonté de prendre des friches industrielles dans les quartiers urbains du pays et les transformer en quartiers habitables, en quartiers propres, en quartiers dynamiques. Le projet Laurentia va replonger le secteur portuaire du Québec dans une vision pro-développement, une vision anti-personne et évidemment une vision anti-faune. On parle beaucoup du bar rayé, on parle beaucoup de ce qu'on a fait au bar rayé. On a fait un effort incroyable pour réintroduire cette espèce qui était disparue. J'ai eu l'occasion de voir le bar rayé, même sur la côte nord, et de regarder comment les gens se souviennent maintenant et on voit des photos de ce qu'étaient les populations de bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Et là, on voit que ça revient. On voit qu'on a été capable de remettre le bar rayé sur la carte écologique du Québec. Et tous ces efforts citoyens de scientifiques risquent d'être hypothéqués par un projet qui n'a pas sa place dans un Québec moderne. Donc, il est clair qu'il y a une vision alternative. Cette vision alternative a été présentée, vous l'avez vu, qu'il y a des gens de Québec qui ont une vision différente que celle du port de Québec. Je sais qu'il y a cette tension. Et ce n'est pas une très bonne tension entre l'autorité portuaire, qui est une autorité portuaire fédérale, qui est tributaire du ministère des Transports du Canada. Et je trouve ça désolant de voir cette entité fédérale hypothéquer le droit à l'environnement sain de la population du quartier Limoilou. Je trouve que le port de Québec est déconnecté d'une certaine vision de développement. Et on parle beaucoup d'accéder au port, d'accéder au fleuve Saint-Laurent, et le projet Laurentia
va essentiellement empêcher cette démocratisation du littoral fluvial que tout le monde demande de plus en plus. Donc, il est clair que pour nous, au Parti vert du Canada, ce type de projet, même qu'on parle d'un investissement de 750 millions de dollars, qu'avec la même somme, on pourrait redévelopper le secteur portuaire de la Ville de Québec. On pourrait dynamiser ce secteur-là. On pourrait consacrer l'histoire du port de Québec dans une direction qui propose plus une valorisation du littoral du fleuve que son industrialisation, que son durcissement. Il est clair que malheureusement au Canada, on le sait, le poisson n'a pas le droit de vote. Et on est un parti politique. Le Parti vert du Québec, évidemment, aimerait que les poissons aient le droit de vote. Peut-être on pourrait faire élire plus de députés, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est les gens qui doivent voter pour un parti. Il va y avoir des élections fédérales, probablement cet automne. Et je demande aux électeurs de Québec de penser vert aux élections. Là, je fais mon pitch électoral. De penser vert aux élections parce qu'il faut que il faut que des humains défendent les poissons. Il faut que des humains défendent un type de développement qui est à l'antithèse du projet Laurentia. Mais j'aimerais aussi rajouter qu'à part le projet tel quel, il y a aussi une composante, un peu plus dans mon domaine, une composante plus écotoxicologique. On ne peut pas faire un agrandissement d'un port, et ça fait partie du projet Laurentia, sans proposer de faire un dragage. Et le dragage au niveau des estuaires de la rivière Saint-Charles, on le sait, avec les années, il y a une accumulation de substances toxiques dans les sédiments. Souvent, avec le temps, ces sédiments ont été recouverts par le dépôt naturel d'alluvions, de sédiments qui se déposent. Et on a une barrière de protection entre les toxiques qui ont été émis dans les années après la guerre et les sédiments plus propres qui ont été déposés. Tout projet, grand projet portuaire, je le vois actuellement dans le projet portuaire de l'agence du port de Montréal à Contrecœur. Tout projet de dragage portuaire risque de remettre en suspension une historique de contamination dans les sédiments plus profonds. Ça va arriver aussi avec le projet Laurentia. Donc, on peut empêcher un épisode de contamination en empêchant ce projet. J'aimerais maintenant vous entretenir sur un autre dossier parce que ce n'est pas seulement le projet Laurentia du port de Québec qui menace l'environnement et l'écosystème du Saint-Laurent. Alors, est-ce que je pourrais avoir la carte que j'ai préparée, s'il te plaît? Alors, j'aimerais remercier tout de suite, tout de go, le citoyen qui est actuellement en ligne, François Vaudrin, qui est citoyen qui habite dans le secteur, justement, ce secteur proche de Sillery, devant le secteur Anse-Foulon du port de Québec. Alors, ce secteur-là est grâce à François Vaudrin qui a partagé de l'information qui commence à circuler sur le passif de contamination de ce secteur-là. Ce secteur-là, évidemment, contenait et finalement l'assise pétrochimique de la région de Québec. Donc, dès les années 30, 40, 50, jusqu'à quasiment à la fin des années 90, il y avait un passif important environnemental. Donc, toutes les grandes pétrolières du pays, Shell, Ultramar, Esso Impérial, avaient des installations dans le secteur Anse-Foulon du port de Québec. Donc, ce que vous voyez sur la carte, et je vais demander évidemment au parti de rendre publique cette carte-là. Donc, j'étais capable, grâce au travail de M. Vaudrin, il a eu accès à tous les documents confidentiels
des grandes pétrolières qui ont été forcées de faire une caractérisation de leur contamination dans le secteur Anse-au-Foulon. D'après mon analyse des données, même après les travaux d'excavation, ce secteur-là du port de Québec continue et va continuer à être une source de contamination environnementale vers le fleuve. Les concentrations de produits toxiques, on parle du pétrole, mais aussi on parle du dilène, du benzène, des substances, il y a même des cas où on a détecté des concentrations faibles de BPC dans ce secteur-là. Ce secteur-là n'a jamais été complètement décontaminé. Et c'est pourquoi que ce soir, le Parti vert du Canada demande à ce que Environnement Canada et Pêche Océan fassent une évaluation indépendante de celle du port de Québec pour caractériser cette zone polluée, identifier les îlots de pollution qui restent et de décontaminer ce secteur-là. C'est important que ça soit fait. Il y a du développement. Il y a le projet de la coop fédérée qui va s'installer dans un secteur de l'Anse-au-Foulon, proche du secteur du quai, si je m'abuse, 107 et 106. Donc, avant de permettre ce type de développement-là, il va falloir faire une décontamination. Tous travaux dans un site littoral contaminé aux hydrocarbures, et d'après les données des compagnies pétrolières eux-mêmes, on parle dans certains cas de phase flottante, c'est-à-dire que 3-4 mètres dans l'emprise portuaire de ce secteur-là, on peut littéralement pomper de l'huile pour montrer à quel point l'industrie pétrolière a contaminé la région. Alors, c'est un territoire fédéral. C'est encore la propriété du port de Québec. Et vu que c'est une agence fédérale, c'est notre propriété à nous. On oublie que le port de Québec n'est pas roi et maître de son territoire. C'est un territoire public des paieurs de taxes de ce pays. Alors donc, et le port de Québec n'a pas fait de bonne gestion environnementale de ce territoire contaminé. Alors, vu que le port de Québec semble inapte, pas capable de faire une bonne gérance environnementale, il faut peut-être lui enlever cette gérance environnementale et donner la gérance environnementale auprès des autorités fédérales en vertu de la loi des pêches et la loi de la protection de l'environnement du Canada, deux lois fédérales, qui peuvent intervenir et forcer Port de Québec de faire un nettoyage plus profond, plus complet pour arrêter d'hypothéquer la qualité du fleuve Saint-Laurent dans ce secteur-là. Alors donc, c'est important que nos installations portuaires dans le pays, ces installations portuaires, qu'on soit à Halifax, qu'on soit au Nouveau-Brunswick, qu'on soit en Nouvelle-Écosse, qu'on soit à Vancouver, et même qu'on soit dans le nord, parce qu'il y a des installations portuaires du côté de l'océan Arctique, qu'il faut tout de suite penser que ces installations portuaires, particulièrement celles qui ont eu un passif pétrochimique, sont contaminés dans leurs entrailles. Et la seule façon qu'on va se redonner des cours d'eau propres à côté de ces installations portuaires, c'est de lancer un vaste chantier de décontamination et de confinement des substances toxiques que ces installations portuaires contiennent. Alors, encore une fois, le poisson n'a pas le droit de vote. Ce serait dommage que le bar rayé qu'on tente de réintroduire soit contaminé à cause des rejets des installations portuaires. Donc, c'est un appel que je fais aux gens qui m'écoutent ce soir, un appel où je demande une gérance environnementale de nos installations portuaires, que la décontamination de nos installations portuaires doit commencer. C'est un vaste chantier, ça va créer évidemment des emplois.
Ça va protéger les générations futures. Ça va nous donner un environnement propre, un environnement salubre et si on décontamine nos installations portuaires, ça va permettre un développement propre aussi de ces installations-là. On l'a vu, il y a des beaux projets porteurs, des projets communautaires, des projets urbains intéressants qui pourraient être faits dans ces friches industrielles, mais pour que ça soit fait de façon sécuritaire, il faut les décontaminer avant. Alors, je vous remercie et bonne chance aux gens de Québec et bonne chance dans le défi que vous avez avec cette cohabitation entre des installations portuaires industrielles et le droit aux gens à un environnement de qualité. Merci. Merci beaucoup, M. Green, pour cet instructif témoignage et merci aussi de nous avoir si clairement transmis la position claire du Parti vert du Canada contre le projet Laurentia. Merci beaucoup. Et maintenant, place au dessert qui vous est offert par la maison. De nombreuses et pertinentes questions nous ont été soumises durant la présentation. L'équipe des organisateurs de ce webinaire s'est concertée pour y répondre. À toi, Xavier. Oui, alors on a reçu quelques questions en effet et si vous voulez en poser, là, on va pouvoir possiblement en faire avec le temps qui nous reste. On espérait finir à 8 heures. On va essayer de garder ça. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Donc, je vais me faire un petit panel avec moi-même et les différentes personnes à qui on va poser des questions. Alors, on a M. Paré, M. Green et je pense que le dernier, Daniel Chicoine, voilà. Alors, merci messieurs pour vos différentes présentations, c'était fantastique. La première question qu'on a s'adresse aux présentateurs de Littoral Est. Dans votre présentation, vous avez cité le maire Labaume quand il a parlé de libérer le bord de l'eau et d'aller s'établir ailleurs. Certaines personnes se sont demandé, est-ce que vous entrevoyez une version acceptable du projet Laurentia s'il était fait ailleurs, possiblement? C'est une bonne question. Toutefois, je n'ai pas parlé des tendances de développement portuaire aussi, mais lorsqu'on lit un petit peu sur la littérature et les expériences étrangères sur le sujet, on s'aperçoit que les ports sont développés de plus en plus à l'extérieur des villes, parce que la cohabitation est très difficile. Un port de containers, un port terminal, qui soit de containers, qui soit de vrac solide, qui soit de vrac liquide, et toujours des grands, très grands émetteurs de bruit, de poussière, il y a toujours du camionnage, il y a toujours des véhicules, des trains. Alors, ça fait toujours des nuisances très, très importantes. Alors, la cohabitation d'un port et de la ville, c'est plus possible. Et les ports modernes, actuellement, justement, s'installent en dehors de la ville. Quand j'ai parlé de cet exemple-là du maire Labaume, c'était les silos de granules de bois. Donc, 2 silos qui avaient installé à Lens-ou-Foulon, en catimini. Donc, d'une façon sans consultation publique, le port avait fait. Et finalement, le terminal de granules de bois n'a pas eu une longue vie, parce que les compagnies qui étaient derrière ça ont eu des difficultés financières. Et actuellement, M. Green parlait du terminal de céréales de la Coop fédérée actuelle. Donc, c'est eux autres qui ont acheté des silos de granules de bois pour les convertir en céréales et qui ont rajouté d'autres silos dans ce secteur-là aussi. Et sur la carte qu'on voyait où il y avait beaucoup de contamination, c'est des résidents des jardins Mérici qui demeurent. Donc, tous ceux qui sont dans les condos avec une belle vue sur le fleuve, bien, durant l'été, ils ont l'option du bruit, de la poussière autour de leur balcon. Alors, c'est ça, un port en ville. Parfait, merci. Oh. Je vois Marcel Paré, est-ce que vous aviez quelque chose à dire? Oui, dans les pollutions problématiques du port, c'est la pollution lumineuse qui a une incidence directe sur la santé des populations, puis la santé des mammifères également. Ce n'est pas une chose à négliger parce que ça a une incidence sur la capacité de résistance des organismes à d'autres types de stress. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que c'est très éclairant. Je vois qu'il y a une question qui vient de se rajouter pour tout le monde à M. Green. A-t-on la position du gouvernement fédéral actuel et si oui, qu'est-ce que c'est? Alors donc,
la façon que ça fonctionne, puis Daniel Gué va me corriger, le rapport a été soumis au ministre. C'est au ministre de l'Environnement du Canada, M. Wilkinson, de se prononcer, de permettre le projet ou non. Je sais que Daniel Gué et moi-même, on a participé à une table organisée par l'Agence d'évaluation environnementale qui pose pour une première fois quel type de développement est-ce qu'on doit permettre dans le Saint-Laurent avec une évaluation stratégique régionale. Alors, donc, avant de se lancer dans des projets, que ce soit à Coop Fédéré, que ce soit le projet Contrecœur, un autre projet de container, que ce soit le projet Laurentia, que ce soit le projet à Gros-Cacuna. Il y a des gens qui veulent développer à outrance Gros-Cacuna aussi, qui est aussi une installation fédérale au plein milieu de la zone de vélage du Béluga, du Saint-Laurent. Alors, il y a cette fuite vers l'avant. Moi, j'ai vu les installations portuaires à Sept-Îles. Encore une fois, du méga développement. On augmente les navires, on augmente le risque de déversement majeur de pétrole dans le fleuve. Parce que même si ce n'est pas un super pétrolier, la quantité de bunker, de fuel dans un navire normal est assez pour vraiment beurrer le littoral entre Québec et Saint-Anne-des-Monts. Alors donc, alors, on voit les autorités portuaires faire une fuite vers l'avant. Nous, notre compétition, c'est la côte est américaine. Il faut les battre, il faut être plus gros, il faut être plus performant, il faut plus de pieds, container. Et cette fuite vers l'avant, on est en train de voir le fleuve Saint-Laurent comme une autoroute liquide de navires. Et il y a une limite de ce que peut prendre le fleuve Saint-Laurent et son écosystème. Alors donc, les lobbies des armateurs, le lobby des compagnies portuaires, parce que Port de Québec, Port de Montréal se comportent comme s'ils n'étaient pas une agence de l'État, une agence à nous autres, se comportent comme s'ils étaient l'État dans l'État. Alors, il faut ramener un peu de rigueur environnementale, un peu de rigueur de développement par rapport aux autorités portuaires. J'espère que notre ministre de l'Environnement va dire non au projet Laurentia et ne va pas se faire séduire par le lobby. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un lobby féroce pour que le projet Laurentia se fasse. Je pense que c'est ce qu'on espère tous. Je vois que Daniel Gué, oui. Juste pour rectifier légèrement, M. Green, le ministre de l'Environnement du Canada n'a pas encore le rapport final de l'Agence entre les mains. Il y a un rapport provisoire et le délai supplémentaire que le Port de Québec a demandé pour faire son lobbying, faire sa promotion au niveau de l'opinion publique. Alors, d'ici 1 mois ou 2, on pense que l'Agence va déposer son rapport final, qu'on espère encore avec des impacts négatifs et des recommandations non favorables à Laurentia. Et à ce moment-là, dans 1 mois ou 2, ça va être déposé au ministre de l'Environnement du Canada. Et c'est là qu'on va voir comment le gouvernement actuel se positionne par rapport à ce projet-là. Actuellement, sa position est ambiguë, il ne se prononce pas, il reste muet, comme une carpe là-dessus. Fantastique. Merci beaucoup. C'est une super réponse. Je pense qu'on a entendu un peu ce qu'on voulait entendre et on a tous cet espoir, je crois, mais il va falloir attendre de voir ce qui se passe. J'ai vu une nouvelle question dans le chat pour les amis du littoral. L'importance de créer une véritable interface ville-fleuve a récemment été soulevée par la ZIP Québec-Chaudière-Appalaches dans le cadre de la consultation sur la stratégie de développement durable de la Ville de Québec, stratégie qui n'intègre pas la bordure fluviale de la ville. Je pense qu'on veut peut-être avoir votre avis sur la question, cette interface ville-fleuve.
Si M. Green voudrait répondre dans un premier temps, je pourrais compléter. Je n'ai pas d'une réponse toute préparée par rapport à ça. J'ai moins lu sur le sujet. Alors, peut-être M. Green. Bien, Daniel Gay est très humble parce qu'il a présenté dans son PowerPoint ce que d'autres villes nord-américaines ont fait avec leurs installations portuaires riveraines. J'ai eu l'occasion de visiter Milwaukee, Chicago. Et laissez-moi vous dire qu'eux, ils comprennent l'importance d'avoir un cours d'eau en ville. Et on a la chance incroyable au Québec d'avoir des villes devant un magnifique fleuve. Et cette chance est hypothéquée, qu'on soit à Trois-Rivières, Sorel, Montréal, Valleyfield, Gros-Cacuna, Sept-Îles. On a décidé que le littoral du fleuve et de l'estuaire, c'était place aux navires et pas au monde. C'est un peu comme si on est tous orphelins de notre fleuve et de notre estuaire. C'est un peu comme si on a vendu notre fleuve, notre littoral au plus payant. Et ça, il faut renverser ça. Il faut que les gens s'approprient de leur fleuve. Il faut que les gens disent que le fleuve est à nous. Et le fleuve n'est pas seulement aux armateurs, aux installations portuaires. Le durcissement du fleuve, l'industrialisation du fleuve doit cesser. J'ai vu dans le chat, le citoyen Vaudrey m'a dit, si le projet Laurentien est accepté, est-ce qu'il y a un plan B? Oui, il y a un plan B, mais il faut répondre par la bouche de nos avocats. Il faut immédiatement voir avec des avocats s'il n'y a pas une emprise juridique pour arrêter le projet. Et je recommande sérieusement, je sais que dans le secteur Contrecœur, il y a déjà eu une intervention en cours pour forcer le fédéral à protéger notre bar rayé qui s'appelle le chevalier cuivré, qui est une espèce unique au Québec, unique au fleuve et dans le bassin fluvial de la Montérégie. Alors donc, une action en cours va peut-être refroidir les ardeurs des autorités portuaires advenant que le fédéral abdique au lobbying du port de Québec. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de vous être prêtés au jeu de répondre aux questions. Comme on veut essayer de respecter notre temps, je vais conclure maintenant. Alors, j'espère que nous avons bien nourri votre réflexion au sujet du port de Québec. Le récent budget fédéral alloue des sommes énormes à la transition vers une économie verte. Félicitations. C'est grâce à vous, chers partisans, que les libéraux commencent à prendre la crise climatique au sérieux. Le Parti vert du Canada va continuer de mettre de la pression sur le gouvernement afin qu'il agisse dans votre meilleur intérêt, celui de vos enfants. Si vous voulez aider le Parti vert à défendre vos intérêts, devenez bénévole, suivez-nous sur Facebook ou faites un don à votre région. Pour conclure ce repas, nous vous proposons un défi pour souligner concrètement le jour de la Terre. La courte vidéo qui suit vous expliquera comment vous pouvez, en seulement 10 minutes, réduire votre empreinte numérique. Merci de votre présence. Laissez-nous votre avis à la fin de ce webinaire. Bonne fin de soirée à vous et au plaisir de vous compter parmi nous. Saviez-vous que notre manière de communiquer sur le web consomme beaucoup d'énergie et que le courriel peut avoir un effet sur l'environnement? De nos jours, nous consommons beaucoup d'informations grâce au web et pour garder notre planète en bonne santé, il devient souhaitable d'adopter quelques gestes simples qui peuvent faire du bien à l'environnement. L'un de ces gestes est de faire le nettoyage de notre boîte de courriel en éliminant les messages inutiles. Pour le jour de la Terre, l'Alliance du Parti vert de la région de Québec-Chaudière-Appalaches vous lance le défi suivant. Supprimer un maximum de courriels inutiles en 10 minutes. Si nous changeons nos habitudes sur le web, c'est l'environnement qui pourrait mieux évoluer.
Chaque initiative est une action pour un avenir prometteur. Les initiatives individuelles se traduisent par des bénéfices collectifs. Célébrons ce jour de la Terre, ensemble vers l'avenir. Bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour votre accueil.